Donc, je vous propose de commencer et je vous remercie de vous connecter à ce petit call là pour partager avec vous en fait notre vision de comment en fait l'IA et plus spécifiquement l'IA générative va transformer la fonction technologique. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler à trois. Lionel Shane, qui est le DSI de BPI France, nous a fait l'honneur de se joindre à nous. Et je vais le laisser se présenter. Bonjour, donc comme je viens de l'évoquer, donc moi je suis Lionel Chen, le DSI de BPI France. BPI France, on est au service des entrepreneurs et donc on aide à financer, à accompagner, à investir dans toute l'économie française. Donc voilà, et à la fois donc on est nous une DSI parce qu'on opère de la banque et aussi on accompagne des entrepreneurs et c'est pour ça qu'on pense que l'IA est un sujet important. C'est pour ça que je partage et je témoigne aujourd'hui. Donc, nous avons aussi Yannick, là, qui chez nous est le responsable de tout ce qui est Digital Factory. Oui, donc bonjour à tous. Donc Yannick Biard, effectivement, je suis le responsable des Digital Factory. L'idée, c'était aussi de présenter à tout le monde un peu notre avancée sur l'intégration de l'intelligence artificielle générative au sein des Digital Factory et comment nous, on a pu mettre en place ça pour accompagner nos collaborateurs sur les Digital Factory et l'intégration de l'IA. Voilà. Et moi, je suis Olivier Morbet, je suis dans les équipes conseil de Niji et j'ai un passé de consultant et également de DSI, ce qui me permet de garder aussi les pieds très connectés dans la réalité des problèmes. L'idée, c'est de partager un retour d'expérience sur l'utilisation de l'IA dans la transformation de la fonction technologique. Euh, le point de vue qu'on a pris, et vous l'avez compris avec la présence de Lionel et la présence de Yannick, c'est vraiment de donner un point de vue terrain. Alors, je sais qu'en ce moment, l'IA est un sujet qui est très à la mode et je vous remercie de vous être connectés aujourd'hui, encore une fois, parce que c'est un sujet sur lequel vous êtes beaucoup sollicité. Notre angle, ça sera vraiment de prendre une optique terrain et de partager des retours d'expérience concrets. Bon, le sujet, vous le connaissez tous, hein, c'est l'IA, en particulier l'IA générative, a un réel potentiel d'optimisation de la fonction technologique, à la fois en termes de qualité et en termes d'efficacité. C'est un sujet qui est très évoqué en fait pour les activités de développement, mais nous on pense que ça a un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la fonction technologique qui dépasse largement en fait le développement et qui vient toucher tous les acteurs, donc les acteurs qui sont aux équipes, qui sont dans les équipes de DSI, et puis aussi les acteurs qui contribuent au projet et à la gestion des patrimoines informatiques. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est que l'ensemble des dirigeants avec lesquels on parle se sont emparés du sujet avec énormément de responsabilités. Et on voit qu'on est quand même dans une situation où à la fois les solutions ne sont pas encore fixées, il reste des solutions qui émergent fréquemment, des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent quasiment de façon mensuelle. On voit aussi qu'il y a un certain nombre d'acteurs du marché qui communiquent sur des gains qui dépassent 30% sur la productivité générée par l'IA générative. Et bien sûr, les dirigeants, dans un contexte de tension budgétaire, sont passionnés par ces 30% de gains et transfèrent assez rapidement l'injonction sur les équipes, alors que, enfin, nous, notre point de vue, c'est qu'on n'en est pas encore là et que c'est compliqué à atteindre à ce stade. On a aussi un cadre réglementaire qui il se précise, mais il reste quand même pas mal de flou, et donc il faut jongler avec. Et puis enfin, il y a un sujet qui est quand même au cœur, hein, puisqu'on parle des personnes qui travaillent au sein de nos DSI, et ces équipes, en fait, de façon assez classique vis-à-vis des changements, se répartissent avec un tiers de gens qui sont enthousiastes, un tiers de gens qui sont assez réfractaires, et puis un tiers de gens en fait qui vont emporter le débat parce qu'ils vont suivre in fine ce Ça qui va se t'intéresse un truc passer. sur l'IA et à travers les Pardon, vous pouvez DSI, me tout mettre ça, en il y a mute s'il vous plaît. une constat. Euh, Après, nous, ce qu'on constate sur le terrain, et je vais le partager avec vous, c'est qu'on est sur
sur des niveaux en fait de performance qui sont beaucoup plus faibles que ces 30% qui sont évoqués. Aujourd'hui, on varie entre 10 et 20%, et ça, c'est sur des populations et des activités qui sont très spécifiques. Donc, en aucun cas, on tangente les 30% sur l'ensemble en fait des activités. Ça, c'est des éléments de contexte. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de partager un retour d'expérience terrain qui vient à la fois du marché, qui vient de l'IGI, qui vient de BPI France, pour essayer d'éclairer un certain nombre de sujets. Alors, ces sujets, quels sont-ils? Sur quelles activités on devrait travailler en priorité? Dans quelle logique ou dans quel schéma d'ensemble? C'est quoi les vrais retours d'expérience terrain sur ce qu'on peut y gagner? Quelles sont les approches qui permettent de déclencher et de vaincre les résistances par rapport à cette transformation? Quels sont les apports en fait d'une approche qui est assez systémique, tant pour ses bénéfices de bout en bout, pour la dynamique de conduite du changement qu'elle peut déclencher? Et puis enfin, dans quel cadre toutes ces transformations en fait s'exécutent au mieux? Voilà, donc c'est ce qu'on va partager aujourd'hui ensemble. On va vous poser un petit peu quelques réalisations qu'on a pu réaliser, qu'on a pu faire chez Niji et des retours terrain. On fera une petite pause pour une première interaction, et puis après, on va vous donner en fait la perspective BPI France, et enfin, on aura une nouvelle interaction pour échanger autant que nécessaire. Le Niji, en fait, depuis 5 ans, on fait un baromètre sur les tendances du digital, et cette année, on a à peu près 100 entreprises et administrations qui ont participé à ce baromètre. Et ce baromètre, en fait, tous les ans, on a un sujet qui est thématique, et le sujet thématique de cette année, c'est celui d'IA. Et du coup, un peu en prime, je vais partager avec vous quelques résultats qui sortent de ce baromètre. Pour ceux qui ont participé ou ceux qui sont intéressés, en fait, la publication globale des résultats aura lieu le 23 juin. Mais là, j'utilise que quelques petits extracts. Donc, en fait, 69% des entreprises ou des administrations ont déjà déployé des cas d'IA générative sur la chaîne de valeur de leur fonction technologique. Donc ça, c'est déjà un premier enseignement, c'est assez important, c'est tout le monde se saisit du sujet, tout le monde expérimente. Et après, quand on regarde en fait les sujets qui sont aujourd'hui les plus en pointe en termes d'expérimentation, on retrouve le développement, puisque 64% en fait des gens qu'on a interrogés nous disent on a des cas d'usage sur l'accélération du développement via l'IA générative. Et grosso modo, ce que les gens nous disent, c'est que ça permet de gagner environ 12% de productivité à date pour ceux qui la mesurent. Et puis, on se rend compte que si je prends les étapes très amont, donc de la conception ou du product management, il y a assez peu d'entreprises qui s'y mettent. Sur le design et le prototypage, là aussi, on est encore sur un peu moins d'un sixième des entreprises qui s'y mettent. Sur les tests, on est déjà beaucoup plus présent, puisqu'on a environ 40% des gens qui travaillent sur le sujet et qui génèrent une vraie productivité. Sur tout ce qui est gestion de contenu, alors gestion de contenu, c'est la traduction automatique, c'est la gestion de documentation et tout ça. Là aussi, on a un bon taux de pénétration, quasiment un tiers du panel, avec des gains assez substantiels, de l'ordre de 20%. Sur les activités de run, de support, et donc tout ce qui tourne autour de l'ITSM, là aussi, à peu près un tiers des gens qui expérimentent de l'IA. Et enfin, sur la partie sécurisation du SI, 36% déclarent l'utiliser, et on pense que c'est un peu plus parce que, en fait, dans un certain nombre de logiciels de sécurité, notamment sur les SOC et tout ça, il y a déjà de l'IA qui est générée. Donc, on vous a mis un petit peu les remontées de marché sur ces sujets-là, et on vous a mis ce que nous, on observe chez Niji. Et donc, vous pouvez constater en fait que chez Niji, nous, on s'est attaqué en fait à l'ensemble de la chaîne, donc qui va du product management jusqu'au run et au support, et en intégrant des éléments de sécurisation sur ce qu'on produit. Et on voit que, en fait, en termes de gains, on est à peu près dans l'épure du marché sur les activités de développement, de test. En revanche, l'enseignement qu'on voulait partager avec vous, et Yannick va le détailler après, c'est que, en fait, le fait de regarder l'ensemble de cette chaîne comme
comme une chaîne intégrée, ça nous permet de déclencher en fait un incrément de productivité de l'ordre de 10% à date. Et cet incrément de productivité, il est lié à deux choses. Il est lié principalement au fait que si on fait communiquer ces différentes parties de la chaîne de valeur, il y a des passages de contexte qui s'opèrent, il y a des gains en fait qui se déclenchent de façon un peu automatique. Et puis le deuxième sujet, j'y reviendrai après, c'est que c'est un vrai outil pour déclencher en fait de la transformation et du change management, qui est un point qui est très important. Voilà, donc ça, c'est les enseignements du benchmark. Et après, je vais laisser la parole à Yannick qui va vous expliquer un petit peu comment, dans les Digital Factory, on a intégré ces différents morceaux. Merci, Olivier. Donc, effectivement, comme tu le disais, Olivier, nous, on a travaillé sur l'intégration l'IAGEN sur nos différents métiers au sein des Digital Factory. On a commencé ça il y a à peu près 2 ans, quand tout a commencé un peu à éclater. Et puis, on s'est vite rendu compte que finalement, déjà, il n'y avait pas forcément sur le marché beaucoup de choses en place. Donc on a fait pas mal de benchmarks, on a étudié pas mal d'outils. Et puis, on se rendait compte que ça adressait une partie des Digital Factory, plutôt par métier ou par sous-ensemble de métiers, comme la conception, le design ou le développement. Et que finalement, peu de choses pouvaient correspondre à ce qu'on voulait faire. Et donc, on a pris l'option pour certaines parties de développer nous-mêmes des outils qu'on utilise aujourd'hui au quotidien pour pallier ça. Et puis, le deuxième point, c'est que finalement, il y a quelques mois, les nouvelles IA qui sont sorties avec notamment les agents et puis le MCP, on s'est dit que en fait, la valeur ajoutée de l'intégration de la chaîne complète des Digital Factory avait du sens. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place et c'est ce qu'on a commencé à intégrer chez nous. Et donc, le schéma présente un peu la chaîne de valeur telle qu'elle est aujourd'hui implémentée chez nous, sur une base qui est commune, qui est un référentiel projet, une gestion de patrimoine qui prend la forme d'un RAG ou d'un Jira, ou les deux complémentaires. Enfin, voilà, c'est, on va dire, l'ensemble de la base documentaire, l'ensemble des US, l'ensemble des tickets, enfin, tout ce qui fait le contexte du projet. Et avec nos outils ou les outils du marché qu'on peut utiliser, de s'intégrer sur cette brique-là et de pouvoir faire l'enchaînement des différentes IA, des différents agents qu'on peut mettre en place. Donc, on trouve sur la conception un outil que nous, on appelle en interne Story, qui est vraiment là pour la gestion de backlog, la création d'US. Ensuite, on passe par la phase de design. Alors, beaucoup de logiciels présents dans cette étape-là, parce qu'il y a plein d'étapes différentes dans le design. On parle du XUI, mais pas que. Donc là, c'est plutôt un ensemble d'outils qu'on intègre au sein d'un framework. Le développement, nous, aujourd'hui, on utilise du Cursor principalement, mais il y a du Windsurf, il y a du Copilot, enfin bref, il y a un certain nombre de choses. Cursor, c'est parce que c'était celui qui est apparu le plus en avance il y a quelques mois et qui a intégré l'agent nativement très rapidement. Donc là, c'est un outil qu'on utilise. Sur le test, sur le même principe qu'un story, on n'avait pas d'éléments concrets ou performants ou intégrés à notre chaîne. Donc, on a développé un propre outil qui va permettre de faire des cas de test, de la génération de tests, et puis un support qui est là encore pas totalement finalisé, mais qui va permettre de créer des tickets automatiques et d'aller potentiellement jusqu'à la clôture de tickets, la proposition de correctifs, etc. Et donc, on a vraiment intégré toute cette chaîne de valeur et on a spécifié les IA par typologie de métier au sein des Digital Factory. Donc, l'idée, là, c'est de vous présenter très rapidement les quelques outils phares qu'on a pu mettre en place. Et puis, enfin, vous le verrez, c'est écrit dans les slides, mais si vous êtes intéressé par une démo particulière d'un outil ou de la chaîne bout en bout, parce que voilà, aujourd'hui, la force, c'est quand même de faire du bout en bout et de pouvoir présenter ça.
n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous présenter ça. Donc, Olivier, voilà. Donc sur la phase de conception, on a intégré, on a créé un outil qui s'appelle Story, qui est vraiment là pour faire toute la phase de conception ou de création d'US dans le temps, qui nous permet, via quelques informations de contexte, via de la documentation, de proposer à l'IA de générer un backlog pour pouvoir aller ensuite dans la chaîne de valeur. Donc, si tu passes au slide suivant, donc là, bon, c'est des captures d'écran, je vais aller très très vite parce que l'idée, c'est pas d'en faire une démo, mais via tout ce qu'on a pu rentrer dans l'IA, tout le contexte qu'on a pu mettre, les documents, on lui demande de faire une petite synthèse de ce qu'on a pu générer. Et on regarde si ça nous plaît, on peut régénérer. Ça permet de vérifier que le contexte qu'on a poussé à l'intelligence artificielle est bien compris. Et voilà, elle a bien assimilé en fait les éléments. Et suite à ça, en fait, là, on va lister les quelques grosses fonctionnalités qu'on veut mettre en place. On va définir quelques informations et on va demander à l'IA de générer le backlog associé à ces fonctionnalités. Donc là, la capture d'écran, c'est ce qu'elle représente. Elle représente la liste des US qui ont été générés automatiquement par l'IA. Le point important aussi qu'on met en avant, c'est qu'on ne laisse pas tout faire à l'IA. On a des phases de contrôle par l'humain. Et typiquement, cette phase-là, où une fois que l'IA a généré, on peut supprimer, on peut modifier, on peut rajouter, on peut tout retravailler quand même le backlog. Et ça, c'est quand même là, c'est là où on recentre l'humain vraiment dans sa tâche initiale, dans son métier initial, et tout ce qui est un peu rédaction, etc., tout ce qui est un peu automatique, de pouvoir le faire par l'IA et d'avoir ce gain de temps. Et donc là, effectivement, c'était un exemple de création d'une fonctionnalité. On demande quelques informations et ce qui nous permet de générer le backlog après. Et si tu vas au slide suivant, et l'idée derrière, c'est de pouvoir intégrer aussi le résultat au sein de nos outils. Donc là, en l'occurrence, c'est un Jira, où une fois que tout est généré par l'IA, qu'on a validé, qu'on est en phase avec le contenu, on peut le pousser automatiquement sur les outils. Donc là, c'est un exemple, c'est Jira, mais c'est faire du ServiceNow, ça peut être d'autres outils, peu importe. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de faire nos propres outils, c'est de pouvoir les intégrer avec une multitude d'outils du marché et de garder cette main sur l'outil lui-même. Donc voilà, donc c'est vraiment des phases d'automatisation. On peut même demander à l'IA de proposer des nouvelles fonctionnalités, etc. De vraiment un accompagnement, c'est vraiment un accompagnateur de nos product owners, de nos business analysts au quotidien. Le deuxième exemple, c'est vraiment dans le design. Donc là, on parle d'un framework interne. C'est plutôt un ensemble d'outils d'IA qu'on a mis au sein d'un portail. Et les designers vont, en fonction de la phase dans laquelle ils sont, de leur métier ou de leurs besoins ou du contexte client, choisir les outils au sein du portail et de pouvoir utiliser l'IA dans toutes ces phases-là. On y retrouve du gain, mais là, on a un peu plus de gain. Effectivement, c'est plutôt dans la phase de conception de maquette, dans la phase d'intégration pour nos intégrateurs HTML, et puis toutes les phases répétitives de ces phases de design. Alors, très rapidement sur le développement, donc nous, principalement Cursor, mais l'idée, c'est qu'il y a quelques mois, 6-9 mois maintenant, on parlait beaucoup de Copilot dans sa version initiale. On estimait qu'on avait du gain, mais on était vite limité par la taille des contextes, etc. Là, les nouveaux outils vont beaucoup plus loin et nous permettent notamment de nous intégrer avec ce référentiel documentaire, ce RAG, ce Jira, etc. Et donc de pouvoir l'alimenter via un contexte plus large. Et en plus, la capacité de l'agent IA de pouvoir s'interfacer sur plusieurs fichiers, créer des fichiers, etc. Donc, on va beaucoup, beaucoup plus loin aujourd'hui dans l'expérience du développeur. Et avec des impacts qui sont différents en fonction d'ailleurs des typologies de développeurs, très fortes montées en compétences sur des juniors, de compréhension,
Voilà, c'est plutôt sur des phases d'apprentissage et un impact sur les seniors de recherche de problèmes profonds, etc. Et vraiment la possibilité d'utiliser les agents et le MCP pour s'interfacer avec les différents outils qu'on a à notre disposition. Alors, on vient de perdre voilà, merci. Si tu peux passer au suivant. Et le dernier outil qu'on va vous présenter, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par des démos, on pourra le faire. Mais c'est aussi sur la partie testing. Là, ce qui est intéressant, c'est pas que le test. C'est aussi, d'ailleurs, c'est vrai, dans tous nos outils, ça permet d'intégrer l'IA, mais aussi de gérer la qualité et l'homogénéité de ce qu'on produit. C'est-à-dire que les US sont gérés d'un certain format, toujours de même format, au même titre que les tests sont testés avec le même format, la même philosophie. Et donc cet outil, si tu vas au slide suivant, il a plusieurs phases. Il a une première phase qui est vont récupérer les projets via les Jira, via les interfaces. Et la première étape importante, c'est de valider la conformité des US. Donc ce qui est généré soit par l'IA, par un story avant, soit complété par des business analysts, soit directement par des business analysts. Et ça va gérer suivant différents critères, valider la conformité des US. Alors, ce n'est pas bloquant, ça donne un état des lieux, mais ça peut être aussi une aide parce que sur cette page-là, on est capable de voir plus en détail ce que contient une non-conformité. Et l'IA va proposer aussi des correctifs par rapport à ça. Et donc, on peut aller facilement challenger le product owner, le business analyst pour mettre en conformité l'US. Si ce n'est pas le cas, on ne bloque pas et on peut générer quand même les US, les cas tests associés. Et ce qu'on fait aussi, c'est que quand je parlais de qualité de productivité, on va faire les tests passants, on va dire classiques, ce que fait un peu tout le monde, mais on va aussi refaire les cas d'erreur et les cas aux limites, qui sont souvent oubliés par les testeurs, faute de temps, ou faute d'envie, ou faute de tout ce qu'on veut. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'adresser l'ensemble des tests de sécurité également, et de produire. Au même titre que sur Story ou que tous les outils qu'on utilise, on a la place de l'humain qui est quand même vraiment là, donc qui est quand même le garant de ce qui est produit, donc qui est capable de modifier, d'adapter, de régénérer, de supprimer, d'ajouter des tests en fonction de ce qu'il peut voir et de ce qui a été généré avec l'IA. Ce qu'il ne faut pas oublier que quand même, il peut y avoir de l'hallucination, et donc ça, c'est important de garder la main sur ces outils-là. Et donc, au dernier slide, donc là, on peut voir visualiser rapidement ce qui a été généré par l'IA, une fois qu'on est en phase de les valider, et de rentrer dans la phase d'export. Et donc, le même principe d'exporter vers nos outils. Là, en l'occurrence, c'est un Squash, automatiquement l'ensemble des cas tests qui sont générés. Donc voilà, le support, on n'a pas encore de démo, mais c'est la prochaine étape chez nous. On va vraiment automatiser aussi cette phase-là. Et donc, grâce à l'enchaînement de tous ces outils-là, on arrive aujourd'hui à adresser l'ensemble de la chaîne de valeur des Digital Factory. Oui, merci Yannick. Et comme en fait on l'évoquait préalablement, le fait d'avoir cette approche intégrée, en fait, nous on pense que c'est vraiment fondamental parce que ça permet à la fois de gagner plus de productivité au travers ces passages de contexte qui sont rendus possibles maintenant par la technologie, mais c'est aussi quelque chose en fait qui est et c'est un point important, Lionel va insister là-dessus après, mais c'est un point qui est important du point de vue de la conduite du changement. Enfin, je pense que vous avez tous expérimenté l'IA sur un peu la productivité des développeurs. Et comme nous, vous avez été face à des défis du type oui, mais moi, je suis habitué à mon environnement, et puis ça me prend plus de temps de relire du code qui a été généré que de l'écrire moi-même. Et puis, ce que vous me proposez avec Curseur, c'est moins bien que cet éditeur très spécifique que j'ai quand je fais que du PHP. Enfin, on connaît tous ces éléments de résistance.
Et une façon assez intéressante de les vaincre, c'est de créer de la réciprocité entre les acteurs, et en particulier, Yannick vous l'a montré, hein, c'est quand avec un outil comme Story, on est capable de générer des user stories qui sont assez détaillées pour les développeurs, quand on est capable en fait de tester leur recevabilité en test un peu automatiquement avec un outil comme notre testeur augmenté, on est capable aussi de générer les cas de test, on est capable de générer les données de test, et en fait tout ça mis bout à bout, ça crée en fait un environnement qui incite le développeur à se dire mais en fait je bénéficie de tout ça quasiment instantanément le jour où je commence mon développement. En fait, c'est suffisant pour que je bascule dans un monde et dans une chaîne de valeur qui est augmentée par l'IA. Parce que l'inconfort à changer mon éditeur, l'inconfort à avoir un agent qui travaille avec moi, d'une certaine manière, il est absolument compensé, voire offseté très largement par le fait que tous ces éléments d'incertitude qui me font faire du rework, qui font faire que les gens ne sont pas contents de ce que je produis et qui, grosso modo, me pénalisent dans mon activité de développement, sont largement compensés par le fait d'avoir tous ces bénéfices qui sont là automatiquement dans la chaîne. Voilà. Et donc, ça a un impact qui est fondamental. Et puis, ça permet aussi de faire basculer les gens dans une logique où en fait, on ne vient pas simplement les augmenter, mais on vient vraiment changer leur façon de travailler. Et que ce soit pour les product owners, que ce soit pour les designers, que ce soit pour les développeurs, que ce soit pour les testeurs et aussi pour les personnes qui font du support. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un élément à retenir. En tout cas, pour nous, ça a été un vrai enseignement. Le fait que cette approche un peu systémique, elle permet vraiment de déclencher une valeur incrémentale et de faciliter la conduite du changement. Je peux prendre quelques questions-réponses là tout de suite sur ce que vous a présenté Yannick, ou alors on continue et on prendra les questions par après. C'est un peu comme vous voulez. Alors pour gérer le temps, je propose qu'on continue. Donc là, je reviens sur le marché, je reviens sur les bonnes pratiques qu'on a observées. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la plupart des entreprises et des administrations qui sont le plus avancées dans l'utilisation de l'IA ont tous bénéficié de la mise en place d'un cadre dans leur transformation. Alors, ce cadre, c'est de la gouvernance, c'est des politiques sur des choix d'outils, c'est des développements de produits ou de services sur mesure, donc une politique de make or buy, c'est la mise en place d'équipes dédiées, c'est la mise en place en fait de politiques de passage à l'échelle qui inclut des éléments comme le dialogue social et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ce que montre cette petite analyse, c'est que les gens qu'on a appelés des early adopters, donc c'est des gens qui ont des cas d'usage qui sont déjà industrialisés, tout ça, ont tous en fait mis en place ces éléments par rapport au reste du panel, le reste du panel étant plutôt sur des expérimentations. Et d'une certaine manière, c'est un peu confirmé par ce que nous, on observe chez nous. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a mis un cadre pour cette transformation, un cadre qui s'adresse à chacun des segments de la chaîne de valeur, hein, donc la conception, le design, le développement, les tests, le support, et puis un cadre qui vient un petit peu en surplomb de tout ça et qui nous permet en fait de porter une vision de bout en bout, qui nous permet en fait de faire de la veille, qui nous permet de sélectionner, d'avoir des règles claires sur le fait de sélectionner ou de construire des outils, sur le fait qu'on ait des politiques de renouvellement de ces outils dont la fréquence d'apparition est quand même assez élevée, qui nous permettent de capturer des gains. Et aussi sur tout ce que ça veut dire en termes d'animation de nos personnels, d'animation du corps social, et puis de pilotage également des bénéfices qu'on observe. Voilà, donc ça, c'est des éléments que nous, on a mis en place. Je pourrais vous les détailler dans le cadre de questions. Ce que je voudrais, c'est surtout qu'on profite du temps pour partager l'expérience de Lionel au sein de BPI France et les différentes participations de BPI France. Lionel, je te laisse la main. Donc, c'est un partage. Donc moi, ce que je vais essayer d'illustrer, effectivement, c'est un retour d'expérience, effectivement, ce qu'on
on a humblement fait sur le sujet. On est à peu près dans la même, je dirais, timing que tout le monde, hein. Donc, on a commencé maintenant, on va dire, il y a 2 ans et demi sur ces sujets-là. Et par contre, ce qu'on a voulu, c'est aller assez rapidement à l'échelle. Donc là, parce qu'en fait, notre finalité, donc nous, c'est une fintech avec un réseau physique au sens, on n'est plus seulement une banque, on intègre totalement, je dirais, le meilleur du digital et du physique dans nos pratiques. Et en fait, on a lancé ça comme un axe majeur de notre transformation technologique. Donc voilà. Et l'IA est au cœur de cette transformation qui est pour nous. Donc, c'est pas un sujet accessoire, c'est au cœur de notre stratégie. Donc voilà. Je donne aussi souvent l'image à mes équipes, hein. Avant, on faisait de la voile. Puis les foils sont apparus, l'IA est apparue, et maintenant on essaie de faire de la voile avec des foils, parce qu'aujourd'hui, si on veut gagner la course, hein, donc si vous voulez gagner le Vendée Globe aujourd'hui, il vaut mieux avoir des foils. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'être autour de ce sujet-là. Je vais revenir moi sur un point qui m'a un peu surpris dans cette transformation-là. C'est que donc on s'est dit, on va au départ augmenter nos développeurs avec de l'IA, donc vraiment, et on s'était dit, bon, on va former, je dirais, acculturer nos tech leads, et ça va infuser, ça va partir tout seul donc, autour de sujets. Donc moi, le premier retour d'expérience que je voulais vous faire partager, c'est que l'adoption de ces technologies n'est pas automatique. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui, donc j'ai 485 développeurs, on va dire, qui l'utilisent tous les jours, hein. Donc vraiment, pour info, j'ai des tableaux de bord pour savoir qui l'utilise pas, combien de lignes de code sont produites, etc. Il faut de la data autour de ces sujets-là, sur à peu près mes 600 développeurs. Alors les autres l'utilisent une fois par semaine. En clair, moi, tous mes développeurs, toutes les équipes de développement, les 600 développeurs l'utilisent au jour d'aujourd'hui. Par contre, on a, je dirais, notre objectif, c'est que tous les utilisateurs, les développeurs, donc vous allez voir qu'il n'y a pas que les développeurs maintenant, donc l'utilisent tous les jours. Donc voilà. Et donc, en fait, nous, on s'est appuyé sur 2 composants. Donc, nous, on a choisi un GitHub Copilot comme outil central donc, jusqu'à présent. Donc voilà, on essaie d'en utiliser le maximum de choses. Et on a un autre outil qui est en fait notre propre agent multi-LLM, avec un proxy LLM, des questions de sécurité, bien évidemment, et donc et sur lequel on a du Pixtral, dans lequel on a du Sonnet 4.7, dans lequel on a de l'OpenAI, donc au 3 par exemple, sur un ensemble de choses. Et donc ça, c'est aussi un outil qu'on a développé et mis en place, parce que bien évidemment, tout ce qui a été évoqué avant, hein, il y a toute une gouvernance de la sécurité qui sont à positionner autour de ces sujets-là. Donc voilà, qu'on a dû traiter bien évidemment autour de ces sujets-là. Mais c'est pas le sens de ma présentation. Je pense qu'on a beaucoup de littérature et d'autres gens plus expérimentés que moi pour traiter ces sujets-là. Mais sachez qu'on l'a traité. Donc voilà. Pour la partie de la conduite du changement, hein, donc également, sur lequel je veux insister, les efforts ça paie, hein, donc grosso modo, mais il faut s'appuyer sur du concret. Tu l'évoquais tout à l'heure, Olivier, hein, le développeur qui dit moi je fais du craftsmanship, je fais du beau code, donc voilà, ou le truc ça marche pas, c'est souvent lié à une méconnaissance des éléments de cas d'usage concrets. Donc voilà. Et donc nous on n'est pas parti de dire on va déployer donc de l'IA dans le développement. On a dit voilà les cas concrets sur lesquels GitHub Copilot donc vous permet d'accéder ou d'accélérer sur ces éléments-là. Et on a fait ce que j'appelle un accompagnement de proximité. Donc voilà, et on a fait plusieurs choses, hein, parce que comme je dis toujours, l'art de la communication, c'est l'art de la répétition. Et l'art du changement, c'est effectivement le faire de façon concrète et opérationnelle pour que les équipiers non seulement comprennent le pourquoi, mais sachent assez rapidement toucher du comment autour de ces éléments. Je vous donne un exemple cas concret. Donc nous, on génère des IHM. On a des standards, je dirais, de design. On a toutes des bibliothèques, on appelait ça notre bibliothèque propulsion, c'est-à-dire tous nos boutons, tous nos combos, tout, etc. Tout ça est standardisé donc, pour tous nos développements. Et aujourd'hui, on réussit à faire, grosso modo, depuis donc un backlog d'une IHM, sa génération en quasi automatique, la première version, hein, donc dans notre charte graphique, en intégrant tous nos composants, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu faire et qui font gagner beaucoup de temps, hein. Avant, c'était style un écran, c'était 2 jours. Là, on le fait en 1 heure, quoi. Donc, si vous voulez, donc c'est des endroits où on a trouvé des cas de productivité évidents. Donc, c'était évoqué côté Niji sur la partie design. Sur la partie design, on a beaucoup, beaucoup de gains. Par contre, sur des choses qui sont assez ponctuelles autour de ce sujet-là. Donc, voilà. Je reviens donc, ça, c'est pour vous donner des exemples de concrets. Donc, comment on fait cet accompagnement-là, hein, parce que le Zoom, c'est le changement. Hein, donc,
Grosso modo, dans l'IA, moi je considère c'est que, OK, il y a un euro de tech, donc voilà, mais il y a aussi surtout un euro de change, c'est-à-dire faire en sorte que au départ ça démarre. Donc voilà, donc sachez que nous on a fait des bootcamps, donc une fois par année, grosso modo une demi-journée autour d'un scénario immersif. Vous pouvez regarder, hein, mais souvent un peu décalé, c'est plutôt sympa. On fait des cafés, donc d'Agent for Code, chaque mois avec les Rex qu'on partage. On a de la pub, on matraque, etc. On fait des quiz, on fait bien sûr des coding games donc autour de ces sujets-là. Donc en fait, pour emballer, je dirais, et accompagner les équipes dans différentes formes. En tout cas, nous, on a mis pas mal d'énergie pour faire ça et ça paye. Une fois qu'on a fait les développeurs, hein, sachez que globalement, ça ne se limite pas aux développeurs. Comme l'a présenté tout à l'heure Niji, c'est toute la chaîne qui est impactée, hein. Donc nous, les PO, nos product managers, nos business analysts. Donc aujourd'hui, on a des bibliothèques de super prompts dans notre multi-LLM Alfred, hein, en plus on utilise différents LLM en fonction de ce qu'on souhaite faire ou pas. Les product owners en plus peuvent le personnaliser. Grosso modo, on a pas mal de choses qui aujourd'hui leur permettent de faire leur backlog, leur user story, les critères d'acceptance. Aujourd'hui, en clair, quasiment tous nos équipiers, nos métiers, utilisent maintenant ces prompts-là pour les accélérer. Comme ça a été dit aujourd'hui, hein, sont une augmentation à la fin. C'est toujours le PO qui fait son backlog et le product manager qui vérifie, par exemple, ses US, et donc autour de ces sujets-là. Mais ça accélère un certain nombre de choses. Et on vous a mis grosso modo des verbatims, hein, globalement, d'animation qu'on a pu faire. Voilà. Population développeur, mais pas que. Donc voilà. Sur le testing, ça a été dit, hein, grosso modo. Bien sûr, les tests unitaires maintenant sont générés avec GitHub Copilot quasiment de façon automatique. Nous, on a aussi tout ce qui est, on est très Jira, donc toute la population de nos cas de tests dans nos différents outils, y compris nos outils de tests automatisés qui sont X-Ray. On utilise aussi du Gherkin. Aujourd'hui, on a plein d'aides à la rédaction, à la rédaction des critères d'acceptabilité, je l'évoquais. Et on peut en générer de tout ça, des propositions de tests pour ouvrir ces tests d'acceptabilité, et jusqu'à la génération du quasi-code, hein, pour automatiser nos tests. Voilà. Et donc aujourd'hui, on l'a fait tout ça de façon unitaire, hein, vraiment avec, on va dire, des grandes bibliothèques de prompts pour faire assez simple. Et là, on regarde maintenant d'automatiser avec de l'agentique pour vérifier, checker qu'il y ait jusqu'à la génération du code, hein, et à l'exécution du code. Donc, on est en train de regarder comment commencer à orchestrer tous ces composants-là qu'on a fait, mais on a commencé des choses assez basiques au départ. Et donc maintenant, on peut commencer à voir, parce qu'on sait ce qui marche moins bien, et tout ça intégré dans nos outils. Voilà. Et là-dessus, c'est plutôt des dojos, des cafés IA, hein, qui sont mis en place pour nous aider dans ce déploiement. Voilà. Sachez aussi qu'on a trouvé d'autres cas d'usage qui n'ont pas été évoqués, sur lesquels nous on travaille encore beaucoup, hein, sur la génération de données synthétiques. On a des environnements de production, dans des environnements hors production. Les problématiques de jeu de test, c'est toujours un sujet compliqué. L'anonymisation, c'est compliqué. Voilà. On a plusieurs éléments de test aujourd'hui. On avance, on n'est pas encore là où je souhaite qu'on soit sur le sujet. Donc on est plutôt en phase de POC, mais on a des espoirs significatifs qui vont nous faire là aussi gagner sans doute beaucoup autour de ce sujet-là pour générer à la fois de la sécurité et à la fois de la qualité dans nos jeux de test. Le testing, ça passe aussi par de la donnée, bien évidemment, autour de ce sujet. Voilà en quelques éléments, beaucoup axés sur le change et la conduite du changement, les sujets sur lesquels nous, on a pu travailler et déployer. Super. Merci beaucoup, Lionel. Écoutez, je vous propose, si vous le souhaitez, qu'on puisse avoir un petit échange. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On sera ravis d'éclairer les points. Et j'espère que c'était utile pour vous. Alors, pour conclure, en fait, on voulait partager avec vous juste un petit aide-mémoire des grandes questions à se poser, qu'on a essayé de formaliser de la manière suivante, disant pour chacun des segments de la chaîne de valeur, en fait, on a une équation économique, hein, et on a des points à traiter particulièrement.
Et puis, le point qu'on évoquait et qu'on souhaitait partager aujourd'hui, c'est que tout ça, ça fonctionne que si on se dote d'une vision d'ensemble, d'un cadre qui inclut des éléments de conduite du changement comme ceux évoqués par Lionel, ou ceux qu'on peut mettre en place chez nous. Et là aussi, en fait, avec ce cadre d'ensemble, on a une nouvelle équation économique qui vient encadrer la première et qui permet aussi d'aller chercher des gains supplémentaires dès lors qu'on répond à un autre ensemble de questions clés qui sont plus liées à l'organisation, qui sont liées en fait à la change story de tout ça et un certain nombre de politiques à mettre en place. Voilà, donc cette page-là, on la publiera sur notre LinkedIn et elle pourra vous servir d'aide-mémoire. Encore une fois, merci pour votre part. Ah, Loïc a une question. Il y a des questions dans le chat aussi, Olivier. Ouais, c'est ça. Je l'avais posté dans le chat, mais du coup, comme je vois que ça, je me permets de la reposer à l'oral. Sur les données, à la fin, sur l'expérience BPI, hein, merci beaucoup pour le partage. Y a-t-il une piste que vous avez explorée sur l'amélioration de la qualité de données, qui est toujours, vous le savez, un sujet récurrent depuis des années. Et donc, l'IA a-t-elle été exploitée dans un POC, dans une méthode quelconque pour améliorer la qualité de données là où on sait qu'il y a des défaillances? Alors, c'est un énorme sujet, hein, la qualité de données. Puis, donc, dans les banques, on est hyper vigilant sur ces sujets-là. Donc oui, un des sujets, c'est d'améliorer la qualité de données, notamment d'améliorer la qualité des données. Donc, sur nos datasets ou nos jeux de données, donc dans nos environnements en production. Et en fait, c'est pour ça qu'on regarde ce que j'appelle la copie synthétique, hein, donc ce qu'on rêve de faire, mais on avance, mais c'est pas encore, pour moi, assez mature. En tout cas, on n'est pas encore arrivé au bout de l'histoire. C'est de dire, on va copier hein, donc, de façon synthétique, hein, c'est-à-dire sans pouvoir avoir de lien entre nos données de production et nos environnements hors production. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous avez une base client qui est répartie avec des clients sur toute la France. L'idée, c'est d'avoir une recopie avec des faux clients, donc globalement, mais avec les mêmes types de distribution géographique de vos clients, si c'est un critère qui est important pour vos éléments de cas de test. Donc c'est des choses qu'on fait. Donc voilà. Ça, j'ai bien compris le concept d'anonymisation, en fait, finalement. Tout à fait. C'est notre sur façon des de faire sujets, l'anonymisation qui est sans doute moins coûteuse que ce qu'on faisait au jour d'aujourd'hui hein, avec des algorithmes. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas qu'on fait avec la donnée synthétique, c'est que, par exemple, on calcule des éléments, par exemple, de statut, de segmentation de données, en échantillonnant et en dupliquant ces échantillons donc de cas d'édification. Et là, c'est plutôt par exemple, du machine learning qui tourne pour augmenter nos données ou générer des éléments de statut sur des datasets de données qu'on génère aussi. Donc voilà. Je vous donne un exemple. Nous, on travaille par exemple avec des sociétés, on veut savoir si elles sont des sociétés deep tech, green tech, fintech, etc. Et pour ça, on crawl de la donnée et on a des règles, en guillemets, qui avant étaient des règles de nos utilisateurs. Et aujourd'hui, on arrive à augmenter ces datasets de données avec de l'IA générative en utilisant de la copie synthétique de datasets parce que finalement, sur quelques milliers d'exemples, on arrive à, je dirais, nous segmenter ou classifier, parce que c'est des sujets de classification, donc vraiment en faisant des copies synthétiques, on utilise des petits modèles Mistral pour le faire. Donc voilà les types d'exemples concrets, mais j'en ai plein d'autres, donc on en fait. Donc ce dernier cas, c'est dans le sens de la qualité de données, c'est là où vous avez finalement des données incomplètes, vous allez les compléter grâce au travail fait par des modèles. Okay. Tout à fait. En fait, on génère les données incomplètes ou on qualifie des données. Donc aussi, on fait les deux. Ok. Bon, très clair. Peut-être Yannick Burluro, vous aviez des questions dans le chat. Oui, bonjour. Donc Yannick de la Steam, un groupement des mousquetaires. Je suis responsable des équipes de dev data au sein de la Steam. Du coup, nous, ça fait effectivement 1 an qu'on a déployé GitHub Copilot pour l'ensemble des data ingénieurs, donc c'est environ une 50aine de personnes. Et plus largement, ça a été déployé à peu près 140 développeurs au sein de la Steam. Donc d'autres types de développeurs, que ce soit back, front et autres. Du coup, j'avais 2 questions. La première question, donc déjà merci pour le Rex. Et je me demandais, est-ce que vous avez pu tester Cursor
avant de choisir un GitHub Copilot? C'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que vous avez rencontré des freins, des craintes de la part de certains devs à utiliser GitHub Copilot? Alors, je vais répondre à la deuxième, c'est ce que j'ai essayé de dire dans la présentation. Moi, j'étais persuadé qu'en clair, moi, je sais pas, si on me donne des outils pour gagner les 15% de mon temps, je me jette dessus. Donc, voilà. Donc, en fait, la réponse est non. Nos équipes de dev ne sont pas, en guillemets, alors vous en avez, hein, je crois que ça a été évoqué par Olivier, il y a les un tiers qui vont se jeter dessus. Il y a le deuxième tiers, on va dire, j'appelle ça les suiveurs, hein, donc voilà, qui vont prendre le risque d'y aller, et vous avez un tiers qui reste assis donc dans le champ en attendant que le concert se termine, donc ou de voir, etc. Donc en fait, c'est un vrai challenge hein, à faire. Et derrière ces éléments-là, il y a soit des croyances, soit il y a des peurs, soit donc voilà, et c'est tout ça qu'il faut traiter en même temps. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai beaucoup insisté dans mon retour d'expérience. Hein, là-dessus, parce qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre ça comme de la conduite du changement. Si vous voulez, c'est un peu comme nos utilisateurs quand on développe des applications, hein. Il y en a qui veulent les utiliser, ceux qui ne veulent pas utiliser, ceux qui ont autre chose à faire. Donc voilà, donc il faut bien expliquer le pourquoi, hein, pourquoi on veut faire ça. Donc voilà. Et derrière, il faut accompagner, et il y a plusieurs méthodes. Et à la fin, faut piloter. C'est-à-dire que moi, à la fin, hein, j'ai mes tableaux de bord pour dire qui utilise et qui n'utilise pas. Parce qu'en fait, les derniers des Mohicans, j'appelle ça, hein, donc globalement, bah, soit ils veulent venir avec nous et le collectif, soit ils veulent pas. Et dans ce cas-là, bon, après, il faut qu'on accompagne hein, et je peux comprendre c'est pour certains, hein, donc globalement, mais il faut le piloter. Donc voilà. Est-ce qu'on a testé Cursor avant? La réponse est non. Cursor est beaucoup plus cher, en tout cas pour nous, hein, que Copilot. Hein. Donc quand vous déployez des charges, il faut voir que tout ça, ça coûte cher. Hein. Donc globalement, c'est pas gratuit. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de l'efficience derrière. Donc voilà. Donc nous, aujourd'hui, on essaie plutôt d'être dans les dernières évolutions d'un Copilot, mais on voit bien que tout ça évolue vite. Donc voilà. Et faut sans doute pas avoir peur de changer d'outil. Nous, l'outil n'est pas le sujet. Dis-moi, c'est nécessaire, hein, donc voilà, mais voilà, voilà, il y a plein de nouveaux outils qui arrivent. Donc vous avez vu le rachat d'OpenAI hein, pour quelques milliards. On voit bien que tout ça, ça va bien bouger. La partie agentique va devenir plus importante donc, dans la partie orchestration. Donc voilà. Mais non, pour répondre à la question, non, on n'a pas testé Cursor avant. Yannick, Blia, Ouais, peut-être j'ai potentiellement un élément de réponse quand même. Nous, on a commencé par GitHub Copilot au tout début. C'est vraiment voilà, puisque c'était eux qui avaient de l'avance, ils étaient vraiment assez aboutis en termes d'outils. Mais finalement, ils se sont vite fait dépasser dès qu'on a eu les agents IA qui sont arrivés typiquement par un outil comme Cursor ou Windsurf. Et donc, nous, on a basculé sur Cursor. Alors, on n'a pas la même notion, enfin, pour nous, c'est à peu près le même prix, GitHub et Cursor. Donc, à voir, Lionel, hein, pourquoi tu dis qu'il y a une différence? Mais c'est aux alentours de 17 € par utilisateur par mois, GitHub Copilot. Ouais, on est dans ces eaux-là. Bon, enfin, à la limite, peu importe. Et je confirme ce que disait Lionel sur les freins. Donc, nous aussi, on a des freins. Et il y a notamment ce qu'on a expliqué aussi, les freins sur l'IDE, enfin, l'outil du développeur. Autant quelqu'un qui utilise un VS Code, classiquement, il va pouvoir aller sur du GitHub Copilot, sur du Cursor, du Windsurf. Ceux qui utilisent d'autres suites type IntelliJ, qui sont d'autres IDE, eux vont avoir beaucoup plus de mal à intégrer un Cursor. Donc ça, c'est un élément. Et donc aussi, nous, on regarde sur l'intégration d'extensions de plugins aux autres outils qui peuvent intégrer des notions d'agent IA et donc apporter cette force aussi aux autres IDE. Donc aujourd'hui, GitHub Copilot a refait son retard, grosse maille. Donc on va dire que c'est à peu près équivalent, même si c'est encore un petit peu en dessous, mais on va dire que c'est à peu près équivalent. Mais on pense aussi que l'avenir, ce sera plutôt des intégrations d'extensions dans les IDE existants ou eux qui amènent des agents IA dans leurs IDE, mais on est attentif à ça également. Ok. Peut-être qu'il y avait Antoine Vincotte qui avait deux questions également. Antoine, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Oui, merci, oui, je suis là. Oui, merci effectivement pour ce Rex très intéressant. Moi, j'avais une question parce que vous avez
esquisser la partie agent IA, et ça m'intéresse particulièrement parce que je pense que tout le monde est assez conscient que c'est probablement l'avenir de l'IA. Hein. Il y a beaucoup de sujets de recherche en ce moment. Moi-même, je travaille sur plusieurs initiatives autour de ça chez mon client actuellement. Je voulais savoir, en termes d'agent IA, d'agentique d'orchestration, d'outils IA décorrélés, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous faites est-ce que vous arrivez à les orchestrer ensemble pour vraiment lier des éléments d'une chaîne de valeur qui à la base sont pas liés? Par exemple, passer de la conception au développement, au test, des choses qui sont vraiment très, très séparées, ou est-ce que vous avez des POC, ou est-ce que vous avez des use cases identifiés? Enfin, où est-ce que vous en êtes là-dessus et quels sont vos freins, les freins que vous avez identifiés déjà là-dessus? Yannick, tu commences ou je commence? Bon, Vas-y, Yannick. Allez, Je vais commencer la première. donc oui, pour nous, les agents IA, c'est l'avenir. Hein. De toute façon, c'est ce sur quoi tout va se tourner en IAGN notamment. Mais donc il y a des outils type Cursor là, qui les intègrent, sur lesquels on les utilise beaucoup parce que ça permet d'automatiser l'exécution, voilà, même la création de fichiers, enfin l'exécution d'un certain nombre d'actions automatiques. Donc ça, on l'utilise beaucoup. C'est un peu moins vrai sur nos autres outils parce que, à l'inverse, nous, on a déjà intégré, on va dire, on l'a plus fait en mode algorithmie et logiciel pour intégrer les actions vers un Jira, vers un RAG, etc. Mais on sait qu'à terme, c'est dur de se prononcer parce que ça va tellement vite, mais d'ici 1 an, 2 ans, les outils auront toutes ces intégrations au sein d'un Jira ou d'un autre outil. Donc, nous, on ne voit pas de frein, au contraire, mais ils ne sont pas encore complètement déployés. Mais ça va venir. Et sur le dev, par contre, c'est complètement acquis. Ouais. Je pense que juste pour compléter, il y a vraiment, dans ce qu'on essaye de pousser comme idée, c'est, vous l'avez compris, le change c'est important. Le change c'est accéléré par le fait d'avoir une vision un peu systémique de l'ensemble de la chaîne. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, sur chacun des segments de la chaîne de valeur, il y a une promesse et il y a parfois déjà des agents qui sont en place. Le deuxième point qui est important, c'est que tout ça, ça se structure en termes d'interopérabilité. Et donc, du coup, c'est très important de se donner de la vision un peu d'ensemble, de penser les solutions comme étant des solutions ou des agents qui vont coopérer avec les métiers de son camarade dans la chaîne de valeur et de bénéficier d'une technologie qui se standardise et sur lequel les passages de contexte et les passages d'informations vont devenir de plus en plus naturels. Pour compléter, moi je suis totalement en phase avec ce que vient de dire Olivier, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on va sans doute avoir des agents de développement, ils sont presque là, hein. Donc des agents testeurs, nous on essaie de tester, donc je vous donne un exemple très concret, nous tous nos backlogs sont dans des Jira. L'idée c'est de dire je rajoute une feature, une US, globalement, génère-moi globalement par exemple le test de non-régression en fonction de toutes les autres featuring, tous les autres tests qui sont disponibles dans notre documentation, etc. En fait, on voit bien qu'on va pouvoir le faire avec, nous on est en train d'expérimenter ça, donc il y a un agent qui relie tout le contexte, il y a un agent qui va dire, trouve-moi l'idée, c'est là, on peut mettre un agent qui vérifie que la cohérence, elle est là ou pas, à la fin, il y a un agent qui va faire le prompt pour faire le gherkin correspondant qu'il va faire, et il y a un agent qui va prendre le gherkin et le transformer en test, donc voilà. On voit bien que ces bouts d'orchestration, on est en train, nous, de les faire, et en fait, en reprenant assez bien les personas de nos organisations d'équipe. Il est possible qu'on ait un agent testeur, en l'occurrence, nous, on essaie de voir, on voit bien que l'agent développeur, il n'est pas très loin. On voit bien que nos PO, ils font un certain nombre de choses qu'on pourrait sans doute aussi positionner avec un PM, qui raisonnerait, qui décomposerait le truc. Et notre Scrum, c'est ni plus ni moins qu'un agent d'orchestrateur qui décompose ces éléments-là de tâche. Donc on voit que tout ça est en train d'arriver. Par contre, nous, on n'en est pas là. Nous, on est en train de faire, par exemple, l'agent développeur, l'agent testeur. Et déjà, ça, on voit qu'il y a encore quelques sujets à traiter. Mais on voit bien que tout ça, ça va du MCP, du A2A. Donc, on voit bien que tout ça est en train d'arriver. Mais MCP, c'est sorti par Anthropic au mois de novembre de l'année dernière, quoi, hein. On n'est qu'au mois de mai. Donc, tout ça va tellement vite
Par contre, ce qui est important, hein, en tout cas nous, le parti qu'on fait, hein, c'est que nous, nos équipes, on investit sur nos équipes internes qui travaillent sur ces sujets-là, parce qu'on voit bien qu'il faut se préparer. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où on voit arriver les concepts, le moment où on peut les tester, et le moment où on va avoir les outils qui vont packager tout ça, parce que ça va arriver, hein, globalement, ce qui est important, c'est quand même bien comprendre ce qui se passe. Donc comme toujours, hein, voilà. Et donc l'idée, c'est faut pas aller trop tôt non plus, parce que sinon vous faites des développements, des choses qui vont être remplacées demain. Mais pour autant, je pense qu'il est important de bien comprendre ce qui est en train de se passer, parce que entre le marketing de ce qui vous est vendu, la réalité, etc., je pense qu'il faut expérimenter. Moi, je trouve que l'IA, c'est une science où c'est un sujet technologique qui est expérimental. Donc, on regarde bien. Oui, et puis il faut pas perdre de vue que pousser trop loin, effectivement, comme tu dis, Lionel, hein, les agents, ils vont faire, hein. Donc ils vont exécuter, ils vont renseigner dans les Jira, dans les outils, etc. Donc il faut faire attention aussi à la validation de ce qui est fait, garder de vue que on va pas faire du full automatique non plus, parce que sinon, là, on aura la catastrophe. Donc le curseur, il est vraiment important à garder là-dessus. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation encore une fois. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir plus de détails, des démos de bout en bout, nous sommes tous à votre disposition. Et par ailleurs, si vous avez aussi des feedbacks de choses que vous avez essayées, que vous avez envie soit de nous communiquer pour nous aider à avancer, soit pour nous dire qu'on n'est pas dans la bonne direction, on est super preneur également. Voilà, donc merci beaucoup encore une fois pour votre participation. Merci Lionel, merci Yannick, merci à tous et à bientôt.